Je ne vais pas vous parler de la coutume kanak. Je n'aurai pas légitimité pour le faire. Il y a des sachants kanak qui seraient beaucoup mieux placés pour en parler et qui pourraient me donner des leçons. Je vais vous parler de ce que je connais. Je vais vous parler de droit. Le droit, je l'enseigne depuis 40 ans. Et je vais vous parler de droit civil coutumier kanak, parce que c'est une discipline à laquelle j'ai dédié une vingtaine d'années de recherche depuis que la production jurisprudentielle des tribunaux a donné à la matière une densité véritable. J'ai eu déjà l'occasion de l'indiquer, j'ai déjà eu l'occasion de parler de ce qu'est le droit civil coutumier kanak. J'y ai consacré un livre, voici la deuxième édition, le livre est aujourd'hui à sa 4e édition. Mon propos ici n'est pas de présenter le contenu de la discipline, et je ne vais pas non plus vous détailler les conditions historiques de son émergence. Toutefois, pour que les choses soient bien claires, je me bornerai à indiquer, à titre introductif, qu'il faut absolument éviter de confondre la coutume et le droit civil coutumier kanak. Ce sont deux choses tout à fait distinctes. Cette différence s'explique par deux raisons essentielles. La première, c'est que la coutume kanak englobe toutes les valeurs morales, spirituelles, les règles de vie et les pratiques coutumières du peuple originel de ce pays. C'est un tout qui n'est qu'en partie juridique. La discipline fait l'objet d'une chronique dans la revue juridique et politique de la Nouvelle-Calédonie. J'ai le plaisir d'assurer cette chronique depuis 2015 et je voudrais remercier le directeur de la revue qui m'a fait confiance, c'est M. Robert Bertram. Parlant de la discipline, je voudrais souligner que l'Université de la Nouvelle-Calédonie a créé un diplôme d'université de droit coutumier kanak en 2019. Et bien sûr, je remercie les présidents d'université, c'était Gaël Lagadec, puis Catherine Riss. Je remercie la directrice du diplôme d'université, Caroline Bouix, d'avoir fait appel à moi, ce qui m'a permis d'enseigner dans le cadre de la première promotion de ce diplôme. Première promotion qui a duré quelques années parce que nous avons été entravés par la survenance de la pandémie que vous savez. La deuxième raison qui m'amène à distinguer la coutume kanak du droit coutumier kanak tient au fait que le droit coutumier kanak n'est pas une création exclusivement kanak. C'est une construction hybride, une construction mixte, biculturelle si vous préférez. C'est la partie juridique de la coutume mélanésienne telle qu'elle est appréhendée, constatée par le tribunal de première instance, complétée par des assesseurs de statut civil particulier. Les sections détachées du tribunal de première instance, à Oué et à Koné, et puis bien sûr la cour d'appel de Nouméa, pareillement constituée, c'est-à-dire avec des magistrats de métier et des assesseurs coutumiers. Ces tribunaux existent sur le papier depuis 1982, mais ils ne fonctionnent régulièrement que depuis 1990. Ce ne sont pas des tribunaux coutumiers. J'insiste bien sur ce point, parce que l'ordonnance de 1982 qui les a créés n'utilise pas ce terme. En Nouvelle-Calédonie, et je vous parle en juriste, le juriste utilise des mots qui ont un sens précis.
En Nouvelle-Calédonie, c'est la République française qui a le monopole de la justice, et les tribunaux dont je parle sont des juridictions étatiques. Juridictions étatiques dans lesquelles siègent des magistrats de métier et des assesseurs coutumiers qui sont choisis en raison de leurs compétences coutumières. Leur installation s'est opérée dans le consensus. J'insiste bien sur ce point. Les leaders indépendantistes, et parmi eux les plus intransigeants, comme Wewene et Éloi Machoro, ont soutenu en 1982 l'ordonnance qui a ouvert la possibilité aux assesseurs coutumiers de siéger dans les chambres civiles. Alors le droit coutumier kanak s'alimente à ses sources qui sont des sources plurielles. Elles ne se confondent pas avec la seule coutume. A priori, tout ceci est bien connu, mais il m'a semblé qu'il était utile de le rappeler encore une fois ce soir avant de commencer cette conférence. Cette conférence... Le micro est en train de me lâcher, heureusement il y en avait un second. J'espère que le second va tenir toute la conférence. Le propos de cette conférence ce soir consiste à se poser la question de l'avenir du droit coutumier kanak. Alors à l'époque où ce pays était formellement une colonie et que la France avait abandonné à ceux qu'elle appelait les indigènes la jouissance de leurs droits coutumiers, il a été parfois question de supprimer celui-ci et d'imposer à toute la population le droit civil français. L'idée n'a jamais convaincu, à la différence de la Polynésie voisine. En Polynésie, dès que les Français se sont installés, ils ont appliqué leur code civil, 1874, et puis, après l'annexion, ils ont tout de suite accordé aux Tahitiens la nationalité française. Et bien sûr, tout ce qui pouvait exister du droit coutumier maoï a disparu avec l'application du droit français, au point qu'en 1945, toute trace du droit coutumier maoï a complètement disparu en Polynésie française. On n'a rien de comparable en Nouvelle-Calédonie. En effet, la distance culturelle qui existait entre les Kanaks et les Calédoniens d'origine française a imposé l'idée qu'ils ne pouvaient pas être soumis aux mêmes règles juridiques. Il en a résulté une bipartition, aux Français le Code civil et l'exercice des droits démocratiques, aux Kanaks la coutume de sauvagerie et le Code de l'indigénat de triste mémoire. D'ailleurs, un décret de 1928 a interdit aux indigènes d'accéder aux juridictions françaises. Alors bien sûr, ce système colonial a été théoriquement abrogé en 1945. À cette date, personne, sauf les communistes qui n'étaient pas très nombreux sur le Caillou, personne n'a envisagé d'imposer un droit commun à toute la population du territoire d'outre-mer. Alors depuis cette époque, le statut personnel est constitutionnellement garanti, tant dans le texte de la Constitution de 1946 que dans celui de la Constitution de 1958 qui nous régit toujours. Aujourd'hui, dans la Nouvelle-Calédonie engagée formellement dans un processus de décolonisation,
issus des accords de Matignon et de Nouméa, on pouvait donc imaginer que le respect du droit civil coutumier kanak et son égalité avec le droit français pourraient être absolument assurés. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, d'abord, parce que des voix européennes s'élèvent pour contester l'existence même de ce droit coutumier kanak. Selon eux, le droit coutumier kanak ne correspond pas à l'idée qu'ils se font du droit, pensé évidemment sur le modèle du Code civil français. On verra leurs raisons plus tard. Disons pour le moment que c'est là un préjugé qui est assez courant en France, un préjugé dont on se défait avec beaucoup de difficultés. Pendant longtemps, en France, on avait l'œil rivé sur l'art classique, et ce qu'on appelle aujourd'hui les arts premiers n'était pas pour les Français de l'art. Ils en sont revenus, bien sûr, et s'élève aujourd'hui à Paris le magnifique musée du Quai Branly. Pendant longtemps, les Français ont pensé que l'école de la République ne pouvait enseigner que le français. Et l'école de la République méprisait les dialectes et les patois, notamment le provençal, qui jusqu'au XIVe siècle avait une tradition littéraire beaucoup plus brillante que le français. Eh bien, les Français en sont revenus, et aujourd'hui à l'école, on enseigne ce qu'on appelle les langues régionales. Pendant longtemps, les autorités et les juristes français ont considéré que le droit coutumier des populations d'outre-mer n'était pas du droit. Ils en sont revenus, bien sûr. Mais certains esprits enténébrés en sont restés à des conceptions dépassées. Il faut le comprendre, mais pas pour autant les excuser. J'observe que la simple idée que les Kanaks puissent conserver leurs coutumes et leur système de droit paraît tellement insupportable à certains qu'ils développent contre cette évidence une hostilité proprement stupéfiante. Il est triste de constater que ce projet négationniste mobilise aussi les anthropologues qui, du fait de leur formation universitaire, devraient avoir appris le respect de la différence. Parvenu à ce stade, je voudrais éviter d'être mal compris. Je ne parle pas des anthropologues en général. Il y a dans ce pays des anthropologues qui sont remarquables, notamment John Passard et Patrice Gaudin à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Je parle d'une minorité d'anthropologues qui est ancrée non pas ici, mais dans l'Hexagone. Depuis 2013, un petit groupe de ceux-ci, oublieux de toute retenue déontologique, déchaîne contre la coutume et le statut kanak un tir idéologique nourri qui est susceptible d'influencer l'opinion publique française. C'est le cas de certains auteurs que je ne vais pas citer ici, ils ne sont pas présents, alors je ne vais pas attaquer des gens qui sont absents, et puis de toute façon, je n'attaque pas des personnes. J'attaque des idées qui me semblent lisibles, et j'entends mettre en avant des idées qui me semblent utiles pour ce pays. Donc par commodité, je parlerai d'école anthropologique métro-calédonienne. C'est une école qui a peu de racines locales. C'est une école qui tourne le dos à tout ce que ce pays a voulu construire positivement depuis les événements que vous savez, les accords de Matignon puis de Nouméa. Deux choses principalement. La reconnaissance des droits des Kanaks, d'abord, et aussi un destin commun pour tous les Calédoniens, basé sur le respect des différences de chacun.
L'opinion a découvert ces auteurs avec un article partisan et sectaire qui a été publié par la revue Vacarme en 2013. Immédiatement, cet article a suscité un tollé dans ce pays et a reçu une réponse remarquable et argumentée de la Ligue des droits de l'homme et de son président, Elie Poigoune. Depuis, grâce à un important soutien financier de la mission Droit et Justice près du ministère français de la Justice, l'activisme de cette école s'est intensifié. Il en est sorti en 2016 un rapport intitulé « Faire la coutume kanak, un droit, enjeu, histoire, questionnement ». Puis a suivi en 2017 l'apparition d'un ouvrage collectif « La coutume kanak dans l'État ». Et puis il faut rattacher à ce courant une thèse qui a été soutenue à Sciences Po Paris en 2022, la fabrique du droit coutumier, fabrique. Vous le noterez, c'est un terme qui souligne l'artificialité. Cette école anthropologique a une vraie cohérence. Son projet est dirigé contre ce que les auteurs appellent le discours différentialiste et contre, je cite, les activistes de l'autochtonie. Leur projet vise à discréditer le droit coutumier kanak pour le détruire. Alors je vais articuler cette conférence sur deux axes. Et bien sûr, le premier volet d'abord, c'est le droit kanak, un système juridique qui a vocation à perdurer. Alors je vais immédiatement, vous l'avez compris, ôter le point d'interrogation. C'est une affirmation, oui, le droit civil coutumier kanak a un avenir. Alors bien sûr, un jour peut-être, tous les habitants de ce pays seront régis par le même droit. Mais le chemin sera long, très long, avant d'y parvenir un jour. On ne le voit pas poindre à l'horizon. Et une chose est sûre, on n'y parviendra certainement pas en généralisant un système juridique préexistant, livré en quelque sorte clé en main, qui, comme par hasard, serait celui du colonisateur historique. Un tel scénario est absolument inconcevable. La nécessité d'un droit propre aux Kanaks, qui sont un peuple distinct, avec son identité, sa culture, ses traditions et ses langues, semble absolument irrécusable dans la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui. La place de la coutume en milieu kanak n'est pas un sujet de technique juridique, à propos duquel on pourrait disserter avec légèreté. C'est une question absolument centrale, c'est une question vitale pour le maintien d'une identité kanak. Pour certains peuples, comme les Français ou les Catalans, l'âme de la nation réside dans la langue. Mais sur le caillou, comme les primo-occupants pratiquent une trentaine de langues vernaculaires, le seul véhicule d'intercommunication est l'idiome du colonisateur. Aucun parler autochtone n'est susceptible de jouer leur rôle de fédérateur. Ailleurs dans le monde, ce qui fonde un peuple, c'est l'existence d'une religion distincte. Et on connaît bien le rôle historique et politique qu'a joué l'islam lors de mouvements de libération nationale algérien. Les Algériens se sont soulevés contre l'occupation française en mettant en avant leur qualité de musulmans contre une occupation jugée
impie. On n'est pas dans ce cas de figure en Nouvelle-Calédonie. On n'est pas du tout dans ce cas de figure parce que la bigarrure confessionnelle est très grande, avec quelques 60% de catholiques, un peu plus de 35% de protestants, évangélistes, adventistes, baptistes, pentecôtistes. Il n'y a pas d'unité religieuse. La nationalité ne peut pas se fonder sur la religion. Ailleurs dans le monde, il est arrivé que certains peuples aient cru pouvoir fonder leur singularité sur le sang et sur la race. C'est notamment le cas du nationalisme allemand, jusque dans la première moitié du XXe siècle. Eh bien, dans le Pacifique, on n'a jamais eu une idée aussi barbare. Parmi les peuples océaniens, on a conservé la mémoire d'antiques migrations et de brassage de populations qui, en général, ont prémuni ces populations contre le racisme. Aussi bien le substrat de l'identité kanak ne peut pas être la langue, ne peut pas être la religion, ne peut pas être la race, c'est la coutume. Ou si on préfère, la coutume est ce qui rend le kanak différent d'une autre personne. Il est lié à une terre par un lien imprescriptible. Il fait partie d'une lignée qui était là bien avant sa naissance et qui se continuera après sa disparition physique, ce qui lui donne la certitude qu'il vit une mort que la mort n'atteint pas. Je reprends les mots de l'ancien grand chef de marée, Nidoïch Neslin, qui a prononcé ces mots à l'Université de la Nouvelle-Calédonie lors d'un colloque en 2014. Le kanak est quelqu'un qui a des droits, mais c'est aussi quelqu'un qui a le sentiment d'avoir des obligations. Il vit dans une chaîne dont la valeur dépasse celle de ses maillons, même si bien sûr il n'y a pas de chaîne sans maillon. Aussi bien le respect qui s'attache à la coutume cimente tous les autochtones, et c'est pour cela qu'elle occupe parmi eux une place qui est centrale. En d'autres termes, la place de la coutume et donc du droit civil coutumier kanak demeureront dans ce pays, quels que soient les scénarios qui dessineront son avenir demain. Scénarios dont je ne connais rien, scénarios sur lesquels vous avez beaucoup plus d'informations que moi. Ce que je voudrais indiquer, c'est que l'existence d'un droit civil coutumier kanak perdurera, quels que soient les cas de figure, y compris, bien sûr, en l'hypothèse d'une accession de ce pays à la pleine souveraineté. C'est ce que montrent les exemples d'États africains, aujourd'hui souverains et respectueux de leurs droits coutumiers, notamment la République d'Afrique du Sud. Le général de Gaulle disait que les colonies sont faites pour être perdues. S'il a raison, et que la Nouvelle-Calédonie devient demain le 194e État membre de l'ONU, se posera pour lui la question du droit civil applicable au nouvel État. Plusieurs configurations seraient théoriquement possibles. On pourrait d'abord imaginer qu'un État multiculturel promulgue un petit nombre de règles civiles communes et laisse à chaque population la jouissance de son statut particulier. On peut aussi concevoir un autre scénario qui consisterait à inverser la situation actuelle, qui est caractérisée
par la prévalence du statut civil français, dénommé par la Constitution qui nous régit droit commun, et l'existence dans un cadre très strict du statut coutumier kanak. L'actuel statut coutumier pourrait alors devenir le statut commun du nouvel État, et la question se poserait alors du maintien du pluralisme juridique et d'un statut particulier pour la minorité d'origine européenne. Comment espérer garantir ces droits légitimes si on continue aussi systématiquement à dénier aux Kanaks le droit d'être régis par les principes dans lesquels ils se reconnaissent? C'est la raison pour laquelle je défends l'idée d'une égalité des statuts qui n'existe pas à ce jour. Je souhaite, dans le cadre de la Nouvelle-Calédonie française, la consécration du principe d'égalité entre les différents statuts civils. En effet, le pluralisme juridique en vigueur est un pluralisme inégalitaire. Il tend systématiquement à favoriser le droit français dans un but qui est assimilationniste. Le but est de déculturer la population d'origine kanak et l'amener graduellement à être régie par le seul droit français. C'est la raison pour laquelle, dans les rapports juridiques mixtes entre personnes de droit civil français et personnes de droit civil coutumier, le statut français s'applique automatiquement. Par voie de conséquence, le mariage entre deux personnes de statuts différents relève évidemment du droit civil français, et les enfants qui naissent d'un tel mariage sont évidemment, par la naissance, de droit civil français. Cette technique est complétée par des options volontaires qui vont toutes dans le même sens. Options volontaires, oui, mais ces options ne concernent que la population régie par le droit civil coutumier. C'est ainsi que les personnes inscrites à l'état civil coutumier peuvent bénéficier de l'option de succession qui leur permet de voir la succession dont ils vont peut-être bénéficier régie par le droit français. C'est ainsi également que les ressortissants calédoniens de statut civil coutumier peuvent demander l'option de juridiction, c'est-à-dire la mise à l'écart des règles relatives à la composition de la juridiction de droit commun par des assesseurs coutumiers. Ceci aboutit à laisser aux justiciables le droit exorbitant de choisir la composition de leur tribunal. Mais là encore, la règle ne fonctionne qu'à sens unique, la règle ne joue pas en sens inverse, et elle ne peut jamais conduire à récuser le tribunal de droit commun quand le justiciable relève un juge professionnel. Mais en appel, s'il y a toujours deux assesseurs coutumiers, on dénombre cette fois 3 magistrats professionnels. Et puis si l'affaire monte en cassation, il n'y a plus d'assesseurs coutumiers. Et un arrêt aussi important que l'arrêt Wainia en 2000 a été rendu au nom du peuple français dans une affaire coutumière, alors qu'aucun assesseur coutumier ne siégeait bien sûr à la Cour de cassation. Enfin, au département de droit de l'université, dans le cursus licence, seul le droit civil français est enseigné de la première à la dernière année. Alors j'ai dit tout à l'heure, et ça fait honneur à l'établissement, j'ai dit tout à l'heure que l'Université de la Nouvelle-Calédonie avait ouvert
un diplôme d'université. Cet enseignement est un enseignement qui donne lieu à une diplomation qui est celle de l'université, mais qui ne fait pas partie d'une diplomation nationale. Enfin, je voudrais ajouter que la liberté devrait être reconnue aux citoyens de la Nouvelle-Calédonie, dont le statut ne peut pas être déterminé unilatéralement par l'État. Et je voudrais souligner que les ressortissants calédoniens doivent pouvoir bénéficier de l'égalité de droit. Une parité complète devrait exister entre juges de métier et assesseurs coutumiers en appel et puis en cassation si le système ne peut pas être modifié. Je formulerai ici 3 propositions de fond, la dernière touchant précisément l'organisation des tribunaux. Les 3 propositions que je voudrais faire sont les suivantes. En premier lieu, le droit applicable au rapport juridique entre personnes de statut civil de droit écrit français et personnes de statut de droit civil coutumier doit être fixé d'un commun accord. En cas de désaccord, les tribunaux devraient appliquer le statut du défendeur et pas appliquer systématiquement le droit civil français. Le mariage entre personnes de statut différents devrait s'opérer suivant le statut choisi librement par les conjoints et ne pas assujettir systématiquement le mariage au seul droit civil français. Troisième proposition, en appel comme en cassation, le nombre d'assesseurs coutumiers devait être égal à celui des magistrats de métier et surtout, la loi devrait donner à ces assesseurs un statut public et une rémunération. En conclusion de ce premier volet, je dirais que peu à peu, le droit coutumier s'adapte à la modernité. On l'accuse d'archaïsme. Il travaille à s'adapter à la modernité et il le ferait encore plus vite s'il était possible de diversifier le recrutement des assesseurs coutumiers. On y parviendrait aisément en dotant ceux-ci d'un statut véritable et puis aussi en accroissant le nombre des femmes et des jeunes parmi ces assesseurs. Bref, en faisant évoluer une institution qui n'a pas bougé depuis 1990. L'enjeu est de permettre à la coutume de trouver en elle-même les conditions idéales de son adaptation à la modernité. Permettre à la coutume de surmonter ses difficultés au lieu de la condamner et de réclamer, sans le dire explicitement, sa liquidation judiciaire au profit du bon droit, c'est-à-dire le droit français. Au moment où le pays a à sa tête un président indépendantiste et a priori une majorité pour le soutenir au Congrès, on assiste à la métamorphose d'un vieux rêve colonial. On voit ressurgir le dessein assimilationniste qui a été réalisé en Polynésie française dès 1945. Il faudrait abandonner l'idée d'un droit coutumier kanak, judiciairement protégé, et doter le pays d'un projet de société indifférencié, avec, pour colonne vertébrale, le droit civil français, le seul, le vrai, l'unique. Pour les missionnaires blancs d'aujourd'hui, il serait grand temps. Mais ces missionnaires oublient quelque chose d'essentiel. Ils reprochent
aux Kanaks d'être enfermés dans leur ethnicité, et ils ne réfléchissent pas un instant qu'ils portent eux-mêmes une vision ethnique, une vision qui est culturellement située et qui a bien été exprimée par un magistrat professionnel qui a longtemps exercé en Nouvelle-Calédonie et que j'ai eu le plaisir de rencontrer, c'est le juge Rodriguez. Je vais me permettre de le citer et ce sera la conclusion de ce premier volet. Je vais me permettre de le citer textuellement. Donc les mots que je vais prononcer ne sont pas les miens, ce sont ceux du juge Rodriguez, mais je me retrouve parfaitement dans ceci. Mais attendez, mais qui sommes-nous pour dire ce qui est le meilleur pour les Kanaks? Qui sommes-nous, franchement? De quel droit est-ce que je vais m'autoriser à dire vous allez être jugé comme ça ou autrement? Non. Ils se sont battus depuis des années et ils ont survécu grâce à leur identité et à la préservation de leur identité. La culture a été un moyen de préserver leur identité, de continuer à exister en tant que peuple, alors qu'ailleurs ils sont décimés. Et ça, c'est respectable, c'est tout. Donc moi, je ne veux pas participer au génocide des peuples autochtones. Je suis là dans un processus qui a été initié par l'accord de Nouméa et qui va aboutir à je ne sais quoi. Ce n'est pas mon problème, c'est le leur. Et je ne suis pas inscrit sur les listes spéciales. Je ne suis pas un électeur qui aura à déterminer ce que sera l'avenir du pays. Si certains veulent faire du colonialisme juridique, c'est leur problème. Mais moi, je n'ai pas à dire ce qui est bon pour les Kanaks. C'est fini, les missionnaires, là. Voilà le mot qu'avait eu Daniel Rodriguez, et j'ai voulu le reprendre à mon compte. Je vais maintenant aborder le second volet de ma conférence. Le second volet traite de la question suivante, le droit coutumier, un système de droit injustement critiqué. Je voudrais revenir sur les critiques dont il fait l'objet, les énumérer une à une et démontrer leur inexactitude et leur fausseté. En premier lieu, je voudrais citer un certain nombre d'objections politiques, éthiques et même affectives qui sont élevées à l'encontre de la légitimité du droit coutumier kanak. Les anthropologues de l'école métro-calédonisante reprochent aux partisans du statut kanak de conduire un projet qui est différentialiste, réactionnaire, de nature à diviser le camp indépendantiste, mais aussi de nature à détruire l'idée d'un destin commun entre les Calédoniens. À lire ces anthropologues, ce serait quasiment la plus grande menace qui pèserait aujourd'hui sur ce pays. Leurs différents arguments qui ponctuent le rapport de 2016 peuvent être présentés un à un. D'après eux, d'abord, la charte du peuple kanak, qui a été promulguée en 2014, aurait montré, je les cite, que la question du droit coutumier portée haut et fort par la Chambre coutumière nationale, c'est-à-dire le Sénat coutumier, s'inscrit dans un projet de société particulier qui vise à l'autonomisation de la sphère politique coutumière. Ce projet entend en effet faire reconnaître la coutume à égalité avec le droit commun, ses valeurs, ses règles, mais aussi ses figures politiques. On le voit clairement, faire reconnaître la coutume kanak à égalité avec le droit commun, c'est-à-dire le droit français, est perçu comme un scandale. Au passage, la formulation éclaire le mobile implicite, celui qui guide ses auteurs. Ils défendent un projet tendant
à l'assimilation juridique complète. Ce projet entend annihiler la coutume et faire passer le droit français comme seul droit commun, quitte à l'affubler de l'étiquette droit civil néo-calédonien, ce qui lui donne une apparence océanienne. Et ceux qui s'y opposent, ceux qui mettent en avant leurs différences, sont regardés finalement comme des réactionnaires. Ils sont réputés vouloir non pas préserver une culture, mais restaurer un monde qui n'est plus. Leur but n'est pas la décolonisation du droit, mais la restauration d'un pouvoir coutumier local ayant les moyens d'appliquer son droit sur les terres coutumières. Le plan Marshall, qui a été demandé par le Sénat coutumier en 2016, est présenté comme un outil pour aider les autorités coutumières à lutter contre les changements en cours, notamment contre l'émancipation des jeunes et l'émancipation des femmes. Institutionnellement, c'est l'idée même d'une instance coutumière qui récuse, car ces anthropologues jugent que la possibilité d'une division du travail de plus en plus marquée entre ceux qui ont mandat de traiter des questions de société calédonienne dans son ensemble et ceux qui sont exclusivement chargés des affaires familiales et foncières kanak aboutit inévitablement à conférer le pouvoir au second et finalement à contester aux élus qui siègent au Congrès